Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech Co dédiée au streaming et aux séries, mais pas forcément que aux séries, puisqu'aujourd'hui on va parler de la télé-réalité. Et oui, un genre longtemps un peu regardé de loin, on va dire, par les plateformes de streaming quand elles se sont installées en France, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, chaque plateforme lance de la télé-réalité à tout va, avec différents genres, différents formats, mais globalement on n'y coupe plus, tout le monde en propose. La dernière en date, c'est la saison 2 de Frenchy Shore qui arrive sur Paramount+. Mais est-ce que la télé-réalité, c'est la même chose en streaming et à la télé, comme on l'a connu dans les années 2000 et 2010 ? Eh bien, j'ai posé la question à mes deux invités du jour, deux spécialistes de la télé-réalité. D'abord, Amandine Jonio, salut. Salut. Alors Amandine, tu es journaliste au Journal du Geek. Exactement. Et tu t'intéresses depuis longtemps maintenant à la télé-réalité. Tu as beaucoup écrit dessus. Ouais, j'ai travaillé pour la télé-réalité. Et du tu as donc vu les coulisses. Exactement. Et du coup, maintenant, au Journal du Geek, j'étudie plus l'impact sociétal justement des nouvelles téléréalités, notamment sur les plateformes. Eh ben, il y a beaucoup à dire, on va défricher tout ça. Et je suis également avec Sophie Cazot. Salut Sophie. Salut. Sophie, journaliste à bfmtv.com. Tu t'intéresses toi aussi à la télé-réalité, notamment via l'angle des influenceurs. Un sujet qui est inséparable aujourd'hui. Oui, exactement. Moi, je m'intéresse pas mal à l'après-télé-réalité et à la professionnalisation de tout ça. Et bah, ce sera aussi un sujet qu'on va aborder dans cette émission. C'est notre débat de la semaine consacré à la télé-réalité. Je le disais donc, la saison 2 de Frenchy Shore débarque sur Paramount+. Alors, Frenchy Shore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une télé-réalité hebdomadaire où l'on suit 10 colocataires et leurs diverses activités dans leur immense maison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas bonne réputation. La saison 1, l'année dernière, avait suscité une vague d'indignation de la classe politique jusqu'à la ministre de la Culture, carrément, qui évoquait un contenu à la limite de la pornographie. C'est si trash que ça, Frenchy Shore. Moi, j'ai pas regardé, je vous le cache pas. C'est trash. C'est trash, mais finalement, ça n'a pas inventé grand-chose, puisque, alors oui, on a beaucoup de sexe, on a parfois même des parties génitales qui sont filmées, floutées, mais oui, c'est très trash. Par contre, ça existe depuis très longtemps, en fait. Frenchy Shore, c'est déjà un dérivé d'une première émission qui s'appelait Jersey Shore. Qui est américaine et qui suivait concrètement la communauté italo-américaine de la côte est des États-Unis. Un peu nos beaufs, les beaufs de chez eux. C'était déjà extrêmement trash, surtout au niveau de l'alcool. Le côté sexuel, il a évolué avec le spin-off de Geordie Shore, donc qui était une autre déclinaison du coup de Shore, et qui était là pour le coup les Anglais de Newcastle, donc une banlieue londonienne un peu éloignée. Et là, pour le coup, le sexe a pris une énorme part, mais en fait, ça n'a rien inventé, Frenchy Shore. C'est juste une déclinaison de plus de la licence Shore qui cartonne depuis 10 ans. Est-ce que le fait que ce soit en streaming, parce que là du coup c'est sur Paramount+, ça aurait pu exister à la télé, Frenchy Shore ? Est-ce que ça aurait pu être sur Énergie 12, sur W9 ? Après, il faut quand même savoir que ça passe sur MTV, Frenchy Shore, donc ça passe quand même à la télé. Et donc pour ça, ils suivent en effet certaines règles, donc ils floutent les parties génitales ou alors ils mettent des emojis dessus. Et en fait, ce qui est marrant, je trouve, avec Frenchy Shore, c'est que ils parlent beaucoup de sexe, en effet. Ils disent beaucoup ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire, etc. Et pour autant, on en voit assez peu. Donc c'est vrai que là-dessus, ils sont quand même obligés de suivre certaines règles. Et c'est moins trash que ce qu'ils veulent bien laisser entendre, à mon sens. Mais c'est vrai que ça l'est plus que ce qu'on voit à la télé en général. C'est marrant parce que du coup, le hasard du calendrier fait qu'on a eu la série culte il y a quelques semaines sur Prime Video qui revenait sur la création de Love Story, donc il y a 23 ans. Et donc cette fameuse séquence de la piscine, qui était une séquence filmée d'un acte sexuel en direct. Première fois qu'on a vu ça, qui avait énormément choqué à l'époque, qui avait défrayé la chronique, la politique. Tout ça nous rappelle ça. Tu disais, ça n'a rien inventé. Ça fait 23 ans en fait. C'est ça n'a rien inventé. En fait, j'ai l'impression que ce qui a changé plus que le contenu, c'est la manière dont on a traité l'information. C'est-à-dire que la télé-réalité un peu trashouille, elle a toujours existé, plutôt à l'étranger. Mais en France aussi, on a eu des télé-réalités sur Énergie 12 qui étaient, à l'époque, je me souviens, assez trash. On avait The Game of Love, on avait Carré VIP, où les gens se dénudaient assez facilement, où il y avait pas forcément des actes sexuels, mais en tout cas, voilà, c'était très explicite dans le discours. Et même dans les Anges Secret Story, il y a déjà eu des rapports sexuels qui ont été diffusés. Là, ce qui a changé, en fait, c'est le traitement médiatique qu'il y a eu. C'est-à-dire que là, TikTok s'est emparé du phénomène et on s'est retrouvé avec, effectivement, une télé-réalité qui est interdite aux moins de 16 ans et diffusée après 23h sur MTV, parce que c'est une télé-réalité qui est relativement explicite. Mais accessible à tous les jeunes sur TikTok.
parce que du coup, forcément, tous les extraits les plus croustillants étaient sur TikTok, tournaient en boucle. Et donc, je pense qu'il y a vraiment eu un public qui n'aurait pas dû voir Frenchy Shore, en tout cas qui n'avait pas forcément l'âge d'être confronté à ces images, qui l'a vu. Le truc a pris une ampleur assez dingue. Et finalement, c'est ça le problème. Mais c'est pas le problème de la télé-réalité, c'est plutôt le problème de la diffusion et de l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'ARCOM avait communiqué à ce moment-là, la saison 1 de Frenchy Shore, en disant nous, notre débat, c'est effectivement plutôt la modération des contenus sur les réseaux que la diffusion en tant que telle, qui est un programme, certes, qu'on peut trouver ou pas trash ou allant trop loin, mais l'ARCOM avait statué que c'était C'est ça. leur seule indication était pour les plateformes les réseaux sociaux type X, type TikTok, etc., de modérer les contenus rapidement, quoi. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui a changé par rapport au Loft comme on l'a connu. C'est que dans la réception du public, ce qui avait beaucoup choqué dans le Loft, c'était le côté voyeuriste, parce que c'était vraiment l'arrivée de la télé-réalité en France, et ça choquait des gens de voir des personnes comme ça enfermées, exposées à la télé 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, ça choque plus tant que ça, parce qu'on s'y est habitué, en fait, en plus de 20 ans. Aujourd'hui, il y a la Star Academy qui est diffusée et il y a un live où on peut les voir pratiquement toute la journée sur MyTF1 si on paye l'abonnement. Ça, il y a plus grand monde pour s'en émouvoir en fait, alors qu'on les voit au réveil dans leur lit, on les voit se coucher, on les voit sortir de la douche. Alors évidemment, ils sont habillés, mais c'est quand même aussi une forme de voyeurisme et ça finalement c'est une pratique qui s'est un peu normalisée. Qui a été acceptée, on a accepté le voyeurisme de cette télé-réalité. Ça fait partie des choses qui ont évolué. Je le disais, c'est un peu le propos de l'émission aussi. Ce qui a beaucoup changé, c'est le streaming, du coup, qui est arrivé en 2014 en France via Netflix notamment, et après avec les concurrents. Est-ce que le streaming a changé la façon de faire la télé-réalité ? Moi, j'ai un peu l'impression, malgré tout, que le discours est plus, en tout cas, est plus libéré sur la question de la sexualité. Je pense qu'il y a aussi un côté internationalisation. C'est-à-dire qu'avant, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans la télé-réalité française, il y avait vraiment ce côté en storytelling un peu tout. Donc, c'est-à-dire qu'en France, voilà, c'était quand même sur des valeurs très traditionnalistes. On avait 2 candidats, ils se tournaient autour, il y avait le premier bisou, ils étaient en couple, ils passaient la nuit ensemble. On savait tous très bien ce qu'ils faisaient, mais on ne le disait pas officiellement. Avec les plateformes, en fait, on a des télé-réalités internationales qui, du coup, confrontent aussi le public à d'autres valeurs tu vois, et d'autres approches de la sexualité. Et par exemple, sur Netflix, on a Too Hot to Handle, qui est uniquement basé sur la sexualité. C'est-à-dire que l'objectif de la télé-réalité, c'est on met 20 célibataires hyper beaux et hyper chauds sur une île, et en fait, ils n'ont pas le droit de s'embrasser, ils n'ont pas le droit de se masturber, ils n'ont pas le droit de se toucher. Enfin, tu vois, il y a vraiment le concept est quand même, effectivement... Il y a ce côté hyper sexualisant. Et c'est OK. Et c'est OK. En tout cas, ça existe, et Netflix a flairé le bon filon, puisque ça cartonne, on est à plusieurs saisons. C'est quelque chose qui a vraiment changé dans l'approche, je pense, juste du programme on se prend moins la tête sur l'approche de la sexualité. Sophie, tu as l'impression qu'il y a des choses que le streaming a changé dans la télé-réalité telle qu'on l'a fait depuis 20 ans maintenant ? Oui, moi je dirais que ça a un peu ringardisé peut-être certaines émissions de télé-réalité françaises de télévision comme on pouvait les connaître. C'est vrai que la télé-réalité sur les plateformes, par exemple Netflix, elle s'est beaucoup développée à un moment où justement le public en France commençait à en avoir un peu marre de voir toujours les mêmes candidats, donc issus des Marseillais ou des Anges, qui revenaient à chaque fois pour de nouvelles émissions. Qui ensuite créaient des histoires entre eux, mais qui faisaient plus très authentiques parce qu'on les connaissait, c'était 50 fois la même chose, avec des clashs qui en effet paraissaient parfois un peu faux, parce qu'il faut faire de l'audience et que c'est ça qui marche. Donc voilà, le public s'était un peu lassé de voir toujours les mêmes têtes dans les mêmes situations. Et Netflix arrivait à ce moment-là, par exemple, entre autres, avec des décors peut-être un peu plus léchés, une production avec de belles couleurs, des candidats qu'on n'avait jamais vus, qui n'étaient pas des professionnels à la base de la télé-réalité. Et donc ça a forcé, je pense, les chaînes de télé françaises aussi à s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire en télé aujourd'hui. On ne voit plus aujourd'hui des émissions comme Les Marseillais ou Les Anges ou Les Princes et les Princesses de l'amour. On voit ces candidats qui viennent dans de nouvelles émissions. Donc, il y a quand même toujours les mêmes candidats, même s'il y en a de nouveaux qui se rajoutent. Mais je pense par exemple au fait que W9 a créé Les 50, qui est une émission qui est directement inspirée de la série Squid Game sur Netflix. Et ça montre bien qu'on s'inspire aussi beaucoup de ce qui se passe sur les plateformes pour essayer de se renouveler dans le genre de la télé-réalité.
C'est intéressant ce que tu dis sur le côté international. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais rebondir, mais le côté justement, Jersey Shore aussi en est un bon exemple. C'est-à-dire que si on est abonné à Paramount, alors certes, il y a Frenchy Shore, il y a Jersey Shore, mais il y a toutes les déclinaisons. Ouais, En fait, on il y peut a regarder, on est il confronté y en a plein. à plein de points de vue, plein de séries internationales, et c'est peut-être ça aussi qui nous a fait changer ou à modifier notre façon. C'est-à-dire que du coup, on se dit: «Ah tiens, les Anglais, ils font ça. Ah tiens, les Espagnols, ils font plutôt comme ça». On a un choix qu'on n'avait pas avant aussi. C'est ça et puis alors vraiment à l'époque, tu vois, moi je me souviens, je regardais Geordie Shore, par, des plateformes de streaming, qui n'existaient pas trop à l'époque. Enfin, tu vois, Ouais. les moyens un peu détournés parce que ça n'existait pas en France, il y avait pas de diffusion officielle. À l'époque, c'était mais ultra trash, ça l'est toujours, hein, Mmh. mais il y a vraiment ce côté Frenchy Shore, en fait, ça ne fait que copier, la vibe, Geordie Shore et en fait, c'est intéressant malgré tout, je trouve, de voir toutes ces déclinaisons, à quel point elles montrent aussi sur, tu vois, les mœurs et l'approche du sexe des communautés différentes. Ouais. Parce qu'en France, tu vois, on a effectivement ce côté, on en parle beaucoup, on en fait peut-être un peu moins, mais en tout cas, on est assez open, tout le monde couche avec tout le monde, c'est très festif. Chez Geordie Shore, on va avoir, vraiment énormément de sexe, absolument pas, caché. Enfin, tu vois, il y a vraiment, Mmh. dans Frenchy Shore, par exemple, il y a un bésodrome. C'est vraiment la pièce, pour avoir des relations sexuelles. Elle est très peu utilisée, alors qu'en fait, dans Geordie Shore, c'est la pièce maîtresse, tu vois, de OK. la maison. C'est vraiment le truc, tout le monde y va au moins une fois, voire, beaucoup. Par exemple, chez Italia Shore, c'est très différent encore une fois de l'approche du sexe. Floribama Shore, c'est pareil. Enfin, il y a vraiment ce côté, on voit les différences enfin, civilisationnelles, en tout cas sociétales, tu vois, qui existent quant à l'approche du sexe. Vous avez évoqué un autre point, notamment toi Sophie, sur le côté la production aussi est plus léchée peut-être sur les plateformes de streaming. Peut-être qu'un exemple qui est intéressant là-dessus, c'est les Kardashians, qui aujourd'hui sont donc sur Disney+. Ce qui paraît quand même assez improbable quand on se dit qu'aujourd'hui, il y a quelques années, quand on parlait des Kardashians, c'était quand même pas le truc le plus enviable de la télé. Aujourd'hui, Disney+, via sa plateforme, enfin via la chaîne Hulu qui produit le truc, a récupéré ça. Donc on peut regarder les Kardashians sur Disney+, qui est quand même la plateforme plutôt familiale et pour les enfants. Moi, j'étais étonné parce que je regarde pas les Kardashians, j'ai un peu arrêté de suivre leurs aventures depuis longtemps. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'elles faisaient il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on est sur quelque Ouais. chose de très évolué, c'est presque une série de business, quoi. C'est Oui, plus du tout clairement. trashouille. Mais en fait, ce qui est intéressant avec les Kardashians, c'est que ça suit leur évolution personnelle aussi. C'est-à-dire qu'elles ont commencé leur télé-réalité quand elles étaient encore pas très connues, qu'elles avaient pas d'activité, enfin elles avaient une boutique, je crois, de vêtements pour enfants ou non, de vêtements tout court. Mais donc elles avaient pas de business à Mmh. proprement parler et donc on les suivait, bah, dans leur couple, dans leurs relations amicales, dans leurs relations entre elles. Et ce qui a évolué, c'est qu'elles ont simplement vieilli. Aujourd'hui, elles ont 40 ans, elles ont des enfants, elles ont, des entreprises. Kim, elle a Skims, Chloé, elle a une marque de jeans, Kylie, elle a une marque de cosmétiques. Enfin, elles ont toutes des business et donc c'est vrai que c'est assez logique que la télé-réalité, elle soit axée plutôt sur ce côté-là de leur vie et donc elle s'est aussi, un peu classifiée, si on Ouais, peut c'est ça. dire, Il y a une vibe un peu Succession quand on regarde la bande-annonce quasiment, on se dit: «Mais ça a l'air fou, quoi». Les enjeux de millions, de marques, il y a plus du tout de clash dans la bande-annonce, quoi. On les voit pas Mais de moins en moins s'engueuler. c'est un enjeu d'image pour elle aussi justement, d'arriver à avoir ce côté plus lisse, plus, respectable, si on veut, c'est aussi un moyen d'attirer de nouvelles marques, vers elle. Et puis le Dynasty Show, tu vois, c'est ce que tu disais, quant aux engueulades fake, des candidats, enfin des Marseillais, des anges. Ça arrive quand même vraiment à une période où, le public comprend un peu les rouages du truc aussi, sait que les candidats ne sont pas dupes et que quand ils s'engueulent une fois sur deux, c'est fake parce que, voilà, il faut faire de l'audience. Le Dynasty Show en tant que tel, ça permet en fait, il y a vraiment un intérêt double, c'est-à-dire Mmh. que tu fais du contenu sur la vie, personnelle du candidat, donc tu crées un peu son propre storytelling. Ouais. Il a moins besoin d'être fake puisque finalement, bah, c'est sa vie perso et puis il y a quand même le côté de faut pas oublier que les téléréalités d'enfermement ou de semi-enfermement comme les Marseillais aujourd'hui, bah, c'est pas rentable pour les candidats. Parce que à l'époque, on était candidat de télé-réalité pour être candidat de télé-réalité. Maintenant, on est candidat de télé-réalité pour être influenceur. Mmh. Et ça, quand tu es dans une télé-réalité de semi-enfermement, tu peux plus faire tes placements de produits. Donc du coup, bah, il y a un vrai problème de ce n'est pas rentable. Et de plus en plus de candidats qui marchent, en fait, ne veulent plus faire ce genre d'émission parce que ça les coupe de leur vie pendant un mois, parce que c'est une perte de revenus pour eux. Le Dynasty Show, ça permet ça. Et c'est sans doute pour ça, tu vois, je pense que plein de candidats de télé-réalité français s'y sont mis. On a eu Nabila, on a eu la JLC, on a eu les Marseillais aussi qui ont un peu fait ça, qui ont essayé. T'évoques Nabila, justement, c'est aussi un bon exemple de ce que le streaming a pu lui proposer, puisque donc elle a participé à plusieurs émissions de télé-réalité, elle est revenue plusieurs fois, etc. Elle s'est créé un personnage
plus ou moins, qui a eu des affaires, des rebondissements, etc. Mais en tout cas, elle existe encore aujourd'hui via la télé-réalité. Moi, j'ai découvert ça en préparant l'émission, j'étais pas du tout au courant, sur un show qui s'appelle Cosmic Love, Ouais. qui est sur Prime Video, donc qui est une émission de dating autour des astres, de ce que j'ai un peu compris, qui mélange l'astrologie et le dating pour essayer de créer des couples. J'étais étonné par la qualité de production. C'est-à-dire que les décors sont quand même hyper bien pensés. Il y a une espèce de dôme qui fait de la lumière et tout. Enfin, on se dit, il y a des moyens dans ce show qui est pourtant pas. Moi, j'en avais pas beaucoup entendu parler et je suis pas sûr que ce soit un des shows phares de Prime Video, quoi. Bah, c'est intéressant parce que oui, du coup, il y a les moyens, parce que c'est produit comme une série. Et en fait, c'est ça qui change, je pense. Et ça coûte quand même moins cher à produire qu'une série. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est tout bénef pour eux parce qu'ils font de très bonnes audiences. Et pour autant, ça coûte pas très cher à produire. De louer une maison, de mettre 10 personnes qu'on paye pas beaucoup dedans et ensuite de les filmer tout le temps, c'est pas D'autant très que cher. ce qu'on disait, on peut la diffuser derrière un peu partout. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas un Américain de la regarder en sous-titré, de regarder C'est ça. au Québec, Mm. évidemment, dans notre langue originale, dans plein de pays d'Afrique, etc., où c'est hyper facile de diffuser ces contenus pour pas grand-chose, du coup, puisque c'est déjà tourné. Donc, en fait, Bah c'est une ouais. audience presque bonus à chaque fois. Euh, est-ce que vous avez en tête des shows comme ça qui ont tout misé sur la production, peut-être des shows qui se sont différenciés, qu'on n'aurait pas pu voir à la télé française? Moi, j'ai un exemple, c'est Selling Sunset aux États-Unis, Mhm. qui est donc une télé-réalité sur Netflix sur des femmes, des agentes immobilières spécialisées dans l'immobilier de luxe. Ouais. Et donc, si jamais on veut transposer ça en France, on a recherche appartement ou maison ou maison à vendre qui est présenté par Stéphane Plaza. Et quand on regarde les deux, ça n'a rien à voir. Alors, déjà parce que c'est de l'immobilier de luxe, donc on nous montre des maisons à plusieurs millions de dollars, magnifiques, à Los Angeles, mais aussi parce que ces femmes, elles sont toutes extrêmement bien habillées, elles sont très apprêtées. Leurs événements, c'est des événements à plusieurs milliers de dollars. Pour une visite de maison, elles vont organiser tout un cocktail avec la moitié de Los Angeles qui vient. Et les couleurs aussi sont différentes. En effet, c'est très pétant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui a été créée par Adam DiVello, Mhm. qui est en fait quelqu'un qui avait créé aussi The Hills, qui est un peu une télé-réalité iconique américaine des années 2000. Et en fait, déjà à ce moment-là, on voyait qu'il essayait quand même de pousser la réalisation de la télé-réalité, c'est-à-dire que c'était pas du tout des plans comme on peut les voir, un peu tremblants, Ouais. pas très bien filmés et tout. Là, c'était très posé. Il y avait des plans d'entrée des personnages à chaque fois. Ça fait très mise en scène, en fait. Et il a vraiment réappliqué ça à Selling Sunset, mais avec, on le voit, des moyens démultipliés. Et en effet, à la télé française, on n'a pas encore ça. Ouais, je suis assez d'accord pour Selling Sunset. Des fois, tu te demandes, tu sais, à quel point c'est réel, à quel point c'est scénarisé, parce qu'en fait, c'est une série, le truc. Tu suis les rebondissements d'une saison sur l'autre. C'est assez impressionnant. Moi, je pensais, alors, c'est vraiment pas du tout le même genre de réalisation, mais je pensais à The Circle, Mhm. qui est une autre télé-réalité Netflix, qui du coup, pareil, a été exportée en version française et en version, il me semble, sud-américaine. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le même principe. C'est un immeuble avec des gens du coup enfermés dans des chambres et qui communiquent uniquement via un réseau social. Ok. Et en gros, l'objectif, c'est d'être le plus populaire sur le réseau social, sachant que certains vont créer un profil réel avec leurs vraies photos, vont être honnêtes, entre guillemets, et d'autres, au contraire, tu vois, vont, par exemple, miser sur des photos beaucoup plus belles, ou en tout cas beaucoup plus légers Ouais. qu'ils ne sont vraiment, mentir, enfin voilà, créer des alliances. Et pour le coup, c'est plus le concept, je trouve, qui aurait Ouais, pas c'est très pu. conceptuel. Ouais. C'est-à-dire, ça aurait été difficile peut-être à vendre en télé, ça. Je pense que ça aurait été compliqué. Je pense qu'à la télé, ce serait peut-être pas passé Mm. aussi parce que en fait, finalement, c'est que des huis clos. Hein. Ouais. Tu vois, il y a très peu de rencontres. Au final, les seules rencontres, c'est quand il y en a un qui est éliminé, il a le droit d'aller voir une personne et c'est tout. Et au final, tu vois, c'est un truc qui, je pense, serait pas passé en télé classique. Et tu parlais des 50. Il y a aussi, j'ai l'impression, une vraie recrudescence des jeux. Tu vois, alors oui, il y a les télés comme Frenchy Shore où, entre guillemets, tu mets juste des candidats, tu vois, ils doivent faire leur vie. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette appétence pour les jeux et pour les trucs un peu compétitifs parce que peut-être qu'il y a plus d'enjeux, c'est plus rigolo de voir les candidats se déchirer pour des questions stratégiques. Oui, il y a un peu, c'est un peu LOL qui ressort, même si c'est pas une télé-réalité au sens propre du terme, dans la mesure où c'est des gens connus qui viennent pas pour
pour ça et que ça dure pas 10 Oui. semaines, c'est sur 3 jours, mais qui a cette logique de jeu, effectivement, qu'on voit beaucoup. Je me souviens aussi sur Netflix, il y avait quelque chose autour du bodybuilding il y a quelques années, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'était coréen, je crois, de mémoire. On voyait vraiment le côté, il y a plus que juste des gens qui évoluent entre eux. Avant de conclure ce débat, je voulais revenir sur 2 points. Le premier, on l'a évoqué, c'est la professionnalisation. On l'a dit, aujourd'hui, il y a plus cette naïveté peut-être des candidats qui viennent juste en disant: «Ah, je fais de la télé, je suis content». Il y a une stratégie presque à long terme de dire: «Si j'arrive à faire cette télé-réalité, derrière, je peux monter une carrière d'influenceur, une carrière, derrière pour vendre des choses». Oui, et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les productions des téléréalités parce qu'elles doivent trouver des candidats qui sont des bons candidats, qui passent bien à la télé, qui sont à l'aise. Et pour autant, un candidat qui vient seulement pour gagner des abonnés et devenir un influenceur, ça se voit assez Mmh. vite. Il y a une télé-réalité qui le montre bien, c'est Love is Blind, Ouais. qui aujourd'hui a un carton sur Netflix qui est décliné partout. On en parlait de cette télé-réalité qui se développe partout, là, au Royaume-Uni, au Brésil, enfin bref. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu parmi les candidats d'arriver à détecter qui est là pour les bonnes raisons, je cite, parce que c'est souvent ce qu'ils disent, donc trouver l'amour, Mmh. et ceux qui sont là seulement pour devenir influenceurs. Et c'est vrai que le public aussi arrive pas mal à le détecter. Et maintenant, ça passe un peu moins auprès du public, ce genre de candidat. Il y a aussi un autre point, on a beaucoup parlé des émissions un peu trash et cetera, où ça parle beaucoup de sexe, de couple et tout. Hem, Est-ce qu'on est sorti des représentations, j'allais dire hétéronormées, qu'on a eues pendant très longtemps dans ces téléréalités? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait le streaming notamment permet de voir d'autres types de sexualité, d'autres types d'amour, de dating qu'on le voyait au début? Moi, je dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement, mais je pense que c'est aussi un phénomène de multiplication, hein. Plus on a d'émissions, plus on va avoir, du coup, de représentations, amoureuses et sexuelles qui Mmh. vont apparaître. L'exemple qu'on a, c'est avec Frenchy Shore, hein, le coming out transgenre de Ouriel. Évidemment, c'était un peu un événement parce que justement, c'en était pas un. En fait, que les candidats ont fait: «OK, c'est Ouais. cool, enfin, tu vois, on s'en fout et on passe à autre chose». La réalité, c'est que même dans Frenchy Shore, tu vois, qui se voulait très, disruptif dans, les représentations amoureuses, voilà, on voyait, des couples un peu libres, des personnes homosexuelles, des personnes transgenres. La réalité, c'est que la majorité des ressorts narratifs, en fait, tournaient sur des représentations très codifiées et très Ouais. hétérosexuelles. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, ils mettent une personne homosexuelle, mais ils en mettent qu'une. Du coup, c'est un genre de token, OK, il est Oui, là, mais du coup, pour trouver, des personnes avec qui coucher, il a ça dû peut être aller, compliqué. à côté. Enfin, c'est quelque chose quand même qui reste très, très token et très, voilà, Ouais, OK, c'est un c'est peu de là. l'affichage, quoi. Ouais, exactement. Par contre, c'est sûr que ce qui a changé, c'est peut-être l'approche qu'on en a. C'est-à-dire que, tu vois, dans Les Anges, il y avait déjà eu des personnes, transgenres et c'était vraiment présenté comme un ressort narratif incroyable, vraiment avec le cliffhanger de fin d'épisode, tu Mmh. vois? De l'annonce de ce que ça allait être, de tout le monde en train de pleurer, en train de dire: «Oh là là, c'est merveilleux». Maintenant, ça devient un non-sujet et c'est très bien parce Ouais. qu'effectivement, c'est un non-sujet en soi, tu vois? C'est pas très grave, heu, mais ça reste quand même très codifié, je trouve, Mm. très hétéronormé dans les problématiques, tu vois? Et dans les enjeux qu'il y a. Oui, et même les candidats, c'est vrai que, par exemple, les hommes, ce sont souvent des hommes, qui veulent montrer leur masculinité. Les femmes, c'est des femmes à la féminité exacerbée. On voit pas forcément, de différence à ce niveau-là, et en plus, comme on parlait des réseaux sociaux, ça se poursuit ensuite. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs candidates qui ont parlé du fait que sur les réseaux sociaux, on les critique beaucoup pour leur physique, et donc ensuite, elles ont été poussées à faire des Ouais. injections, parfois qu'elles ont regretté. Donc, en fait, c'est un peu un cercle qui Ouais, les s'auto-alimente. attentes qui ont été générées par la Ouais. télé-réalité du début sont encore présentes dans l'esprit des Mmh. gens qui regardent et donc forcément ils attendent des stéréotypes, des physiques et cetera Mmh. qu'on n'aura plus à reproduire aujourd'hui en tout cas. Débat passionnant, on aurait pu continuer encore longtemps mais le temps nous est compté. On a hâte de voir en tout cas comment le streaming va continuer à transformer cette télé-réalité. Est-ce que la télé va elle aussi s'adapter à tout ça? On va passer aux séries de la semaine et on va arrêter la télé-réalité pour 5 minutes. On a donc 2 séries, parce que vous ne regardez pas que de la télé-réalité. Heureusement pour vous, j'ai envie de dire, parce qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être vous lasser. Vous avez vu des séries et vous allez nous en recommander une chacun pour terminer cette émission. Je vais commencer avec toi, Sophie, puisque tu reviens sur un des cartons Netflix des dernières semaines, depuis la rentrée à peu près. Ça s'appelle Nobody Wants This.
Oui, alors c'est une série avec Adam Brody et Kristen Bell, donc déjà très belle affiche, Mmh. qui parle en fait de la rencontre entre un rabbin, donc ils habitent tous à Los Angeles, entre un rabbin et une qui vient de se séparer de sa copine, Mmh. et d'une femme qui est animatrice d'un podcast sexo. Mmh. Et en fait, ils vont tomber amoureux et c'est un peu la rencontre entre deux mondes qui, à la base, sont pas forcément compatibles parce qu'elle, elle est pas du tout juive, elle est même plutôt agnostique. Lui, sa famille est assez juive et attend de lui qu'il se mette avec une femme juive. Et donc, c'est un peu comme en deux milieux peuvent se rencontrer. Et en fait, ce qui est sympa avec cette série, c'est qu'elle est assez réconfortante. Il n'y a pas de relation toxique en soi, c'est juste l'évolution d'un couple aujourd'hui avec ses hauts, ses bas, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Et puis en plus, il y a un peu une série nostalgie pour ceux qui regardaient Newport Beach avec Adam Brody qui jouait Seth Cohen. C'est pas mal. Tout à fait, Kristen Bell qui jouait, il me semble, Buffy. non, Véronica Mars, Ah il oui, me semble, Véronica dans Mars. la trilogie, Véronica Mars, effectivement, ça nous rappelle des souvenirs. Ça nous ramène bien. aux premières années de la télé-réalité aussi, c'est à peu près la même époque pour nous. Donc Nobody Wants This, il y a une saison qui est donc dispo à voir sur Netflix, il y a 10 épisodes, je crois, hein, c'est Ouais, ça? et la seconde va être tournée bientôt là. Voilà, un succès déjà pour Netflix, en plus dans son catalogue. On va changer de plateforme, on va passer sur Disney+, puisqu'Amandine, tu nous as déniché une pépite, Bah ouais. une mini-série dont on n'a pas beaucoup parlé quand elle est sortie, mais qui, selon toi, mérite d'être vue ou revue pour ceux qui éventuellement auraient tenté. C'est ça, c'est une série qui est sortie en 2022. Ouais. Perso, j'avais pas du tout vu passer et du coup, bah, j'ai découvert ça il y a très peu de temps et je suis en train de la binge-watcher parce que c'est très rapide. En fait, c'est 10 épisodes de 25 minutes, Mhm. très très rapide à regarder. C'est The Patient. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un thérapeute qui est joué par Steve Carell et qui est kidnappé par un tueur en série qui veut absolument guérir et du coup avoir une thérapie, mais qui réalise que bah, dans un cadre classique de relation patient et thérapeute, ça marchera pas. Bah, du coup, il décide de le kidnapper et de le séquestrer pour. Ce qui n'est pas du tout un red flag qui n'est pas du pour tout le un red thérapeute flag. là-dessus. Donc du coup, c'est voilà, t'as vraiment en fait ce huis clos un peu angoissant. Alors c'est pas du tout drôle pour le coup, hein, Oui, c'est c'est vraiment. la branche sérieuse de la filmo de Steve Carell. Ouais, On ouais, est ouais, très très loin de c'est The Office. ça fait bizarre du coup de le voir dans un rôle aussi Ouais. sérieux, mais je le trouve hyper bon. Et il y a vraiment ce côté un peu double il va essayer de canaliser les pulsions meurtrières de son patient, qui lui, en fait, on sent qu'il veut s'en sortir, mais que bah, il y a quelque chose qui le pousse à continuer toujours plus. Et à la fois, on se rend compte que le thérapeute joué par Steve Carell a aussi des problèmes à gérer, tu vois, lui-même, puisque sa femme vient de mourir. Enfin, c'est compliqué. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est très très cool. C'est à En voir. plus, c'est une mini-série, donc C'est une une mini-série, fois qu'on ouais, l'a vue, on franchement, n'en parle plus. c'est pas mal. The C'est fini. Patient, donc ça s'appelle, c'est sur Disney+, donc 10 épisodes à voir. On vous les recommande effectivement, moi j'adore Steve Carell dans ses Moi rôles aussi. très sérieux, très sombres. Je trouve qu'il est extrêmement adapté à ça, contrairement à ce qu'indiquait son début de filmographie. Merci Amandine d'être Merci à venue toi. sur le plateau. Merci Sophie également Merci. d'avoir été avec moi pour cette émission spéciale télé-réalité. Émission à revoir si vous en avez raté une partie, comme toutes les autres sur notre site de Tech & Co, sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.